bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h à Kinshasa et ce soir, dans nos quartiers, une question circule de bouche à oreille bien plus vite que n'importe quel communiqué. Demain, restons-nous chez nous ou allons-nous travailler? Nous saluons d'emblée 2 personnes qui rejoignent notre nation de téléspectateurs à partir de ce soir. Suzanne Obutobe, qui a choisi de suivre désormais nos éditions, soyez la bienvenue. Et Jean-Baptiste Nzozi, fidèle des premiers jours, votre présence nous honore. À notre nation résiliente et à cette diaspora qui garde un œil sur chaque soubresaut du pays, prête à intervenir comme les gardiens de la dernière heure. Ce journal est le vôtre. Ce soir, tout converge vers une date. Demain, le mercredi 3 juin. La coalition réunie autour de l'article 64 a décrété une journée ville morte pour s'opposer à ce qu'elle nomme un coup d'État constitutionnel. La vraie question que nous posons devant vous est simple. Au lendemain de cette journée, l'opposition sortira-t-elle renforcée ou affaiblie? Car l'outil choisi a un coût. Et ce coût ne tombe pas sur les institutions qu'elle vise, mais sur le citoyen. Un jour de ville morte, c'est une journée sans recette pour le vendeur du marché, sans course pour le chauffeur, sans pain pour le foyer qui peine déjà à joindre les 2 bouts. Jean-Marc Kabound l'a lui-même reconnu. La vie est dure et chaque jour est un combat pour la survie. La question se pose alors d'elle-même. Combattons pour ce peuple en lui demandant de jeûner un jour de plus. Pour autant, ce front n'est pas tombé du ciel. Il a une date de naissance précise, le 27 mai, quand l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi sur le référendum, ouvrant la voie au scrutin que conteste l'opposition. Ce soir, nous vous expliquerons d'abord où en est réellement ce bras de fer constitutionnel, avec une voix qui propose une 3e route et un document qui sème le doute. Puis nous écouterons le réquisitoire d'un opposant qui chiffre à 200 milliards de dollars le cuivre extrait de notre sol. Et nous séparerons devant vous le fait avéré de l'accusation politique. Nous reviendrons sur Ebola, sur cet aéroport de Bunia que l'État rouvre alors même que les cas grimpent. Et nous prendrons des nouvelles d'un Est qui saigne encore, à Beni comme en Chopo. Une dernière parole avant d'entrer dans le vif, et elle s'adresse à chacun de vous. Demain, quelle que soit votre décision, restez prudents. La malveillance profite toujours de ces journées de tension pour agir dans l'ombre. Et nous le disons avec respect à nos forces de l'ordre. Votre mission est de protéger, dans le strict respect des droits de chaque citoyen, celui qui sort comme celui qui reste. La République se mesure aussi à cela. Micheline, c'est à toi. Car avant de parler de demain, il faut comprendre ce qui se joue exactement ce soir dans cette bataille autour de notre loi fondamentale. Micheline, depuis des semaines, ce débat oppose 2 camps verrouillés, ceux qui veulent changer le texte et ceux qui veulent le défendre. Mais ce soir, le tableau se complique. Une formation politique refuse de choisir entre les 2. Et un document attribué à un poids lourd de la majorité sème la confusion sur ses propres rangs. Éclaire-nous, car nos concitoyens ont besoin de comprendre qui veut quoi, et surtout pourquoi. Merci Nathalie, et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ce lundi 1er juin, à Kinshasa, un homme a pris le contre-pied des 2 camps qui s'affrontent depuis des semaines. Hugo Zala, président national de la base républicaine, un parti créé en janvier 2025, a refusé de se ranger derrière les partisans du changement, comme derrière ses adversaires. Sa position tient en une phrase qu'il a martelée devant la presse. On ne parle pas de la Constitution tant qu'une partie du territoire échappe au contrôle de l'État. Pour saisir la portée de cette sortie, il faut se souvenir que cette nation a déjà vécu ce genre de moment. À chaque fois que la maison brûle à l'Est, une partie de la classe politique de Kinshasa se passionne pour des querelles de texte. Et la même question revient, comme un héritage que se transmettent les régimes successifs depuis l'indépendance. Faut-il réécrire les règles ou d'abord faire respecter celles qui existent et reconquérir le sol perdu? Hugo Zala tranche pour la seconde option. Il dit regretter que le débat constitutionnel ait pris une telle ampleur dans l'opinion qu'il en fait oublier qu'un pan du territoire, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, n'est plus sous autorité nationale.
le responsable politique avance une feuille de route. Il réclame un dialogue républicain centré sur la restauration de l'État et invoque des cadres existants. L'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2773 du Conseil de sécurité, les processus de Washington et de Doha. Sur le plan sécuritaire, il propose, selon ses mots, de sécuriser les frontières avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda par les éléments de la MONUSCO durant une période transitoire. Reconnaissons-lui un point que les faits soutiennent. Il a raison de rappeler l'article 1er, alinéa 2 de notre Constitution, qui fixe notre superficie à 2 345 000 km². Défendre cette intégrité avant tout, c'est un argument que nul patriote ne peut balayer. Reste une question que nous posons sans y répondre à sa place. Un dialogue de plus, après tant de dialogues, suffira-t-il là où l'autorité de l'État a reculé les armes à la main? Et c'est là qu'intervient le second fait de ce soir, qui éclaire d'une lumière crue l'état réel des forces en présence. Un document daté du 29 mai, présenté comme un communiqué de l'Union pour la nation congolaise et attribué à son président Vital Kamerhe, a circulé pour fixer la position du parti en faveur d'une réforme de la loi fondamentale qualifiée dans le texte de nécessité historique. Mais ce document soulève des réserves sérieuses. Il oscille entre la déclaration personnelle, à la première personne, et le communiqué institutionnel signé du cabinet. Sa formule de signature cumule la direction politique nationale, le cabinet du président et une signature numérisée. Il lui manque les marqueurs habituels d'un acte officiel de cette portée. Aucun numéro de référence, aucune codification, aucun cachet visible. Prenons toutes les précautions de notre métier. Aucun de ces éléments, pris isolément, ne prouve une falsification, et nous ne l'affirmons pas. Mais leur accumulation nourrit un doute raisonnable. Et tant que les canaux officiels de l'UNC n'auront pas authentifié ce texte, une hypothèque pèse sur ce qui est présenté comme l'engagement du parti de Vital Kamerhe. Que signifie ce flou pour vous, citoyens qui regardez ce journal ce soir? Il signifie que dans cette bataille, l'engagement réel des acteurs n'est pas toujours aussi solide que les déclarations le laissent croire. Pendant ce temps, la mobilisation, elle, descend dans les communes. À Matete, le bourgmestre adjoint Junior Mutombo a effectué une descente à la section de Kisenso de l'UDPS pour appeler les combattants à adhérer au mouvement de changement. Dans la foulée des 24 bourgmestres de Kinshasa qui se sont engagés le 27 mai à sensibiliser la population. En réponse, l'Église de Réveil annonce une marche ce vendredi 5 juin pour soutenir le changement de la Constitution. Le débat quitte les communiqués et gagne en vue des deux côtés. Reconnaissons une chose au pouvoir comme à ceux qui le soutiennent. Mobiliser ses partisans dans le cadre de la loi, organiser une marche, c'est un droit démocratique aussi légitime que l'appel à la ville morte de l'opposition. La critique ne porte pas sur le droit de se mobiliser. Elle porte sur le calendrier. Est-il sage de pousser ce chantier maintenant quand le même Hugo Zala, sans appartenir à l'opposition, rappelle qu'un tiers du pays est sous occupation? La réponse n'est pas dans les marches qui s'annoncent de part et d'autre. Elle est dans ce que les deux camps choisiront de faire le jour où il faudra ensemble regarder l'Est en face. Nathalie, je te rends l'antenne. Merci, Micheline. Retenons l'essentiel. Une troisième voix s'élève pour dire la paix d'abord. Un document jette le trouble jusque dans la majorité. Et la rue se prépare des deux côtés pour cette semaine. C'est précisément cette question de la priorité, le pas ou les textes, qu'un autre opposant a porté hier devant les caméras, mais avec des chiffres autrement plus lourds. Solange a écouté son réquisitoire et elle a fait ce que nous faisons toujours ici. Elle a passé chaque phrase au tamis du vérifiable. Solange, l'homme dont tu vas nous parler ne conteste pas que notre sous-sol soit riche. Il conteste où va l'argent. Et il avance un chiffre qui donne le vertige. À toi de nous dire ce qu'il a dedans est un fait que l'on peut vérifier et ce qui reste l'accusation d'un homme. C'est tout l'honneur de notre métier. Merci Nathalie, bonsoir à toutes et à tous.
Le sujet que je vais vous présenter aurait mérité à lui seul une émission d'analyse entière, tant la matière est dense et les enjeux profonds. Nous avons fait le choix ce soir de vous le porter en dossier nageur pour aller à l'essentiel sans rien vous cacher de sa complexité. Entre 2019 et 2026, la République démocratique du Congo a extrait près de 20 millions de tonnes de cuivre, pour une valeur que les estimations situent entre 180 et 200 milliards de dollars. C'est sur ce chiffre qu'Olivier Kamitatu, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, a bâti l'essentiel de sa charge contre le bilan du président Tshisekedi, dans une interview menée avec rigueur par le journaliste Stanis Boujakera. Cette figure de notre vie politique depuis l'époque du mouvement de libération du Congo affirme que jamais le pays n'a autant arraché de richesses à son sol et que jamais l'écart n'a été aussi net entre ses revenus et la vie quotidienne. Sa question n'est pas celle de la production, c'est celle de la destination de l'argent. Le chiffre d'abord est vérifiable. Dans son analyse publiée le 29 mai, Kamitatu s'appuie sur des données de production que recoupent plusieurs sources sectorielles. La RDC connaît bien, sous le mandat actuel, un boom du cuivre et du cobalt sans précédent dans son histoire. Là où le terrain devient celui de l'interprétation politique, c'est quand il qualifie la gestion de ses revenus. Selon lui, ces ressources auraient été captées par ce qu'il appelle un système de prédation et détournées au détriment d'un minimum vital. École, santé, infrastructure. Ces mots sont les siens. Notre rédaction les rapporte comme une accusation politique et non comme un fait. Car à ce jour, aucune décision de justice ni aucun rapport indépendant accessible n'établit un tel détournement. Et nous ne sommes pas en mesure de le confirmer. Une précision de contexte s'impose ici, par souci d'équité. L'homme qui dénonce ce système n'est pas un nouveau venu dans les arcanes de l'État. Olivier Kamitatu a présidé l'Assemblée nationale de transition de 2003 à 2006, l'institution même qui a élaboré la Constitution de 2006 dont on débat aujourd'hui. Puis il a été ministre du Plan sous Joseph Kabila, dans les gouvernements Bizenga, Muzito, puis Matata, jusqu'à sa rupture avec ce pouvoir en 2015. Le fossé qu'il décrit aujourd'hui entre la richesse de notre sol et la pauvreté de notre peuple ne s'est pas creusé en 2019. Il traverse les régimes successifs, y compris ceux qu'il a lui-même servi à de hautes fonctions. Cela n'enlève rien à la justesse de son constat. Le contraste est réel et documenté. Mais cela invite l'auditeur à une question d'honnêteté. Pourquoi ce mal, ancien et connu de l'intérieur, ne devient-il une urgence dénoncée qu'une fois quittés les fauteuils du pouvoir? Vous comprenez à présent pourquoi ce dossier aurait mérité une analyse à part entière. Et c'est le temps qui me manque ce soir pour en explorer chaque pli. Reste le contraste que personne ne conteste sérieusement, et il faut le mettre dans la balance avec honnêteté. La RDC figure parmi les derniers pays au monde à l'indice de développement humain des Nations Unies, alors qu'elle compte parmi les nations les mieux dotées de la planète en ressources. Un pays riche, un peuple qui ne vit pas, mais survit. L'orateur évoque ces travailleurs qui se lèvent à 4 heures du matin, faute de transport, l'angoisse du pain quotidien. Le gouvernement, lui, oppose ces réalisations. Universités, aéroports viabilité, routes. Kamitatu répond qu'un aéroport ne nourrit pas une famille. C'est une lecture orientée, celle d'un opposant. Mais elle s'appuie sur un classement international que les autorités elles-mêmes ne contestent pas. C'est sur la guerre à l'Est que ces propos appellent la plus grande prudence, car ils touchent à une chronologie contestée. L'opposant soutient que le président a hérité en 2019 d'un pays en paix. Sur ce point précis, les faits connus le contredisent en partie. À l'arrivée du chef de l'État, l'Est comptait déjà plusieurs dizaines de groupes armés actifs. Le M23, lui, n'occupait aucun territoire, ce qui est exact. Mais sa résurgence est documentée à partir de novembre 2021, avant la prise de Bunagana en juin 2022. Kamitatu va plus loin et avance des affirmations que nous ne pouvons pas vérifier. L'artillerie qui aurait frappé depuis le sol rwandais. 2500 soldats burundais tombés.
une solde militaire détournée entre la Banque centrale et le front. Ces éléments ne figurent dans aucune source publique accessible. Nous les rapportons comme ces déclarations. Sur un point, en revanche, la vérification lui donne largement raison. Et c'est le cœur du débat de ce soir. Il accuse le chef de l'État de mentir en affirmant que l'accord de Washington imposerait une révision constitutionnelle. Or, le texte signé le 27 juin 2025 porte sur des réformes fiscales et administratives. La loi sur les investissements, le remboursement de la TVA en 90 jours, un guichet unique, une autorité fiscale minière. Rien dans ce document n'exige de toucher à la loi fondamentale. L'argument de la contrainte américaine ne trouve donc pas d'appui dans l'accord lui-même. Mais l'entretien place aussi Kamitatu face à sa propre cohérence, et nous le devons à la vérité. Lui qui combat toute révision défend par ailleurs un projet de république fédérale, qui supposerait lui aussi une réforme de la Constitution. Artisan du texte unitaire de 2006, il propose aujourd'hui une refonte fédérale que certains jugent risquée pour l'unité du pays en pleine guerre. Il répond que le fédéralisme est une vision, pas une manœuvre pour prolonger un mandat. La distinction qu'il établit est réelle sur le plan des intentions, mais elle ne supprime pas le fait que les deux chemins passent par une modification de la loi fondamentale. Nous posons ce point sans trancher, et c'est à vous d'en mesurer la solidité. La frontière entre le fait et l'accusation n'est pas un détail de méthode. Elle est ce qui sépare l'information du procès d'intention. Et la prochaine échéance qui tranchera ce débat porte une date 2028 et la tenue ou non des élections que la Constitution prévoit. Merci Solange pour cette rigueur qui est notre signature. Un chiffre vérifié de 200 milliards, un contraste social que nul ne nie et des accusations qui n'engagent que celui qui les porte. Voilà la ligne de partage. De la richesse du sol, passons maintenant à un autre combat pour la survie. Un combat où chaque jour compte vraiment. Celui que mène l'Est contre un virus. À Bunia ce soir, le bruit d'un avion va de nouveau résonner au-dessus de l'épicentre de l'épidémie. Le gouvernement a annoncé ce lundi, par la voix du ministre de la Communication Patrick Mouyaya, la réouverture cette semaine de l'aéroport de Bunia, fermé depuis fin mai dans le cadre de la lutte contre Ebola. La décision a été prise à l'issue des réunions de coordination présidées par la première ministre Judith Suminwa. L'argument du gouvernement est logistique. Des dispositifs de prévention, lavage des mains, prise de température ont été installés et la réouverture doit faciliter l'acheminement du personnel médical, du matériel de protection et des intrants. Reconnaissons d'abord ce qui est juste dans cette décision, car notre métier l'exige. Un aéroport fermé, c'est aussi une riposte ralentie, des soignants et des kits qui mettent plus de temps à arriver dans une province enclavée à 1700 km de Kinshasa. Sur ce plan, rouvrir peut se défendre. Mais la même journée a apporté un chiffre qui impose la prudence. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a déclaré disposer désormais d'une visibilité précise sur la situation et a annoncé 343 cas confirmés. Mettons ce nombre en perspective. Il y a quelques jours à peine, le rapport gouvernemental faisait état de 282 cas confirmés. La courbe continue donc de monter, portée, il est vrai, par le rattrapage des analyses de laboratoire. Mais elle monte, et c'est là que se loge la tension de ce dossier. Le même ministre affirme que les mesures classiques de santé publique demeurent suffisantes pour assurer le contrôle de l'épidémie. Sur le papier, le discours se veut rassurant. Dans les chiffres, le nombre de malades a augmenté de plus de 60 cas en quelques jours. Et l'on rouvre la principale porte aérienne de la zone touchée. Pour le foyer de Bunia, pour le commerçant de l'Ituri, la question est concrète. Cette réouverture sert-elle d'abord la riposte sanitaire ou aussi la reprise économique d'une province asphyxiée? Les deux peuvent être vrais en même temps. La réponse se lira dans les semaines qui viennent, dans la courbe des cas et dans le choix des malades de rejoindre les centres de traitement plutôt que de fuir. Pourquoi un coup de fil entre deux présidents et une déclaration faite à Pékin devrait-il retenir l'attention d'un Congolais ce soir?
parce que les deux touchent à ce qui vous concerne directement, le virus à l'Est et la guerre qui l'accompagne. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont, selon le chef de l'État français, réaffirmé leur volonté d'apporter une réponse coordonnée à la crise sanitaire liée à Ebola. Ils ont aussi évoqué le renforcement du partenariat économique avec l'appui du secteur privé français et la situation sécuritaire à l'Est. Sur ce dernier point, Emmanuel Macron a déclaré que la France soutient les efforts de paix en cours pour le rétablissement de la souveraineté pleine et entière de la RDC sur l'ensemble de son territoire. Le même jour, depuis Pékin, un second signal. Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a annoncé une aide humanitaire d'urgence à la RDC, comprenant l'envoi d'équipes d'experts médicaux. La Chine a rappelé son intervention auprès de 3 pays d'Afrique de l'Ouest lors de l'épidémie de 2015 et assuré maintenir un contact étroit avec Kinshasa. Ce que ces deux gestes disent au fond, c'est que notre crise sanitaire est devenue un dossier diplomatique mondial. C'est une bonne nouvelle pour la riposte. Mais elle porte aussi une exigence pour notre souveraineté. Un pays qui dépend de Paris et de Pékin pour soigner ses propres malades doit se demander ce qu'il construit, lui, pour ne pas toujours tendre la main. Amanda prend le relais pour les brèves de ce soir. Elle nous rejoint pour parcourir ce que cette journée a produit ailleurs, de l'Est meurtri où le sang n'a pas cessé de couler jusqu'au banc du Sénat. Merci Nathalie, et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Commençons par ce qui ne peut pas attendre, le sang versé à l'Est. Ce dimanche 31 mai, dans le quartier Ngadi, au nord de la ville de Beni, les terroristes des forces démocratiques alliées ont massacré 15 civils, ainsi qu'un militaire engagé dans leur protection. Le gouvernement a condamné l'attaque avec fermeté et appelé la population au calme et à la vigilance. Mais ce drame n'est pas isolé, et c'est pourquoi il faut écouter ce qui se dit un peu plus au nord. En Chopo, un député provincial, Trifen Mabitlian-Yambey, a alerté ce lundi son assemblée. Plus de 2000 présumés rebelles ADF seraient retranchés dans la forêt entre Bafouassende et Mambasa, à 2 heures de marche de plusieurs villages. 12 localités du groupement Bamboudi seraient déjà vidées de leurs habitants. L'élu lie ce repli à la pression des opérations conjointes des FARDC et de l'armée ougandaise, qui pousserait ses combattants vers des zones moins surveillées. Une victoire militaire d'un côté peut donc déplacer la menace de l'autre, et c'est tout le défi d'une guerre qui se mène sur un territoire immense. Comment protéger ceux qui fuient déjà, quand l'ennemi avance plus vite que les secours? De la sécurité, glissons vers la gouvernance. Car gouverner, c'est d'abord connaître son pays. Ce lundi à Kinshasa, le ministre d'État au Plan, Dylan Nyembo, a lancé le recrutement des agents chargés de la cartographie censitaire, deuxième étape vers le tout premier recensement scientifique depuis celui de 1984. 42 ans sans compter sa population, pour un pays estimé aujourd'hui à plus de 110 millions d'habitants, sans chiffre officiel exhaustif. Or, comment planifier sans savoir combien l'on est? Ce déficit de données éclaire la brève suivante. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers a certifié fin mai près de 44 millions de dollars de pertes pour les sociétés pétrolières au premier trimestre, attribuées aux secousses du marché mondial liées à la crise entre l'Iran, Israël et les États-Unis. La zone ouest concentre l'essentiel de ces pertes. Le gouvernement promet des avances pour préserver l'approvisionnement en carburant. Et puisque l'on parle de promesses tenues ou non, arrêtons-nous sur le programme phare du pouvoir. Lancé en 2022 pour être bouclé en 3 ans, le programme de développement des 145 territoires, censé sortir le Congo profond de la pauvreté, n'a toujours pas achevé sa première phase 4 ans plus tard. Sur 2130 ouvrages prévus, 1011 achevés selon le dernier bilan. Pour un pays qui compte 64 millions de pauvres, dont 7 sur 10 en milieu rural, ce retard n'est pas une statistique. C'est une promesse d'écoles et de centres de santé qui n'arrivent pas au village. Que vaut un programme d'urgence qui s'enlise pendant que la pauvreté, elle, n'attend pas?
Terminons par les institutions, là où le pays continue, malgré tout, de légiférer pour demain. Au Sénat, ce lundi, la ratification de la Convention mondiale de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur a été autorisée à l'unanimité des 74 votants. Concrètement, c'est la porte ouverte à une meilleure reconnaissance des diplômes congolais à l'étranger et à la mobilité de nos étudiants. La même chambre a renvoyé en commission 2 propositions de loi sur la pêche, l'aquaculture et l'agriculture. Un sénateur pointant ce paradoxe congolais d'un pays au potentiel immense, mais dépendant des importations alimentaires. Enfin, signe que les partis aussi cherchent leur discipline interne. L'Alliance des Congolais progressistes de Gentini Ngobila a suspendu son secrétaire général, Charles Mbotamonto, pour des faits qualifiés de haute trahison, lui reprochant d'avoir privilégié sa propre fondation au détriment du parti. Des bancs du Sénat aux luttes internes des formations politiques, une même exigence traverse cette nation, celle de mettre de l'ordre dans la maison. Nathalie, je te rends l'antenne. Merci Amanda de bénir à l'UNESCO une journée de danse, à l'image d'un pays qui se bat sur tous les fronts à la fois. Il est temps de poser tout cela. Avant de nous quitter, rappelons l'essentiel de ce soir. Sur la Constitution à Kinshasa, une 3e voix, celle d'Hugo Zala et de la base républicaine, demande la paix et la reconquête de l'Est avant tout débat sur le texte. Tandis qu'un document attribué à Vital Kamerhe sème le doute jusque dans la majorité. Et que la rue se prépare des 2 côtés pour cette semaine. Et sur le bilan, le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitato, oppose à 200 milliards de dollars de cuivre extrait depuis 2019 un peuple classé parmi les plus pauvres du monde. Un contraste réel que nous avons soigneusement distingué des accusations qui n'engagent que lui. La pensée du jour, ce soir, naît de cette tension entre les textes que l'on veut réécrire et le territoire que l'on n'arrive pas à tenir. On peut redessiner les plans d'une maison autant qu'on le souhaite, mais aucun plan, aussi beau soit-il, ne protège du froid celui dont le toit est déjà ouvert sur le ciel. La vraie urgence d'un peuple n'est pas toujours celle que lui désignent ceux qui parlent en son nom. Nous nous retrouvons demain pour le compte-rendu de cette journée du 3 juin et ce qu'elle aura produit. Explorez aussi nos émissions d'analyse sur notre chaîne YouTube pour aller plus loin sur le dossier constitutionnel. Que Dieu bénisse la République et que la sagesse veille sur chacun de ses enfants, où qu'ils se trouvent. C'était Nathalie pour Onside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.